Donc, j'ai une question sur le sens de partage ici. En fait, ce qu'on appelle partage, c'est que quand on parle d'interface gaz-liquide, on a, grosso modo, il y a la loi de Henry qui va donner l'équilibre, enfin on va pouvoir définir une espèce de réaction qui est la solubilisation d'un élément qui était à l'état gazeux dans un état liquide, enfin dans une phase liquide. Ok. Et ça on appelle ça partage, parce qu'en fait il y a un élément, enfin un truc, une molécule quoi, qui va se partager entre la phase gaz et la phase liquide. D'accord. Je sais pas, on prend un verre d'eau qui reste sur un coin de paillasse. On imagine que sa concentration en CO2 dissous est nulle à T égale 0 et petit à petit il va il va dissoudre une partie du gaz du CO2 de l'atmosphère jusqu'à atteindre un équilibre. Et ça se calcule facilement puisque en fait le gaz dissous dans l'air, ça n'a pas de sens, on va dissous dans un autre gaz, dilué dans un autre gaz, il a une activité qu'on sait très bien calculer, et on sait aussi calculer l'activité d'un gaz qui serait dissous dans un liquide. D'accord, ce serait sa concentration rapportée à une concentration de référence. Pour ce qui est d'un élément gazeux adsorbé sur un solide, on a tout le mal du monde à définir proprement l'activité d'un tel truc. Du coup, on désigne la répartition d'un élément entre un gaz et un liquide avec un autre mot que la répartition d'un truc, d'une molécule qui serait à l'état gazeux et à l'état adsorbé sur un solide. C'est juste des questions de considération thermodynamique, mais c'est vraiment du détail. Hein. L'idée, c'est qu'on a un machin qui soit reste collé à un liquide, soit reste collé à un solide. Ça revient quasiment au même. Sauf que c'est proprement descriptible d'un point de vue thermodynamique en ce qui concerne le partitionnement gaz-liquide, et que c'est beaucoup plus difficile pour gaz solide. C'est tout. Ça concerne évidemment cette partie-là de la slide, je pense. Ok, donc là, on va terminer la quatrième et dernière partie du cours sur la chromatographie. C'est centré sur ce que vous auriez dû avoir en TP, donc la chromatographie en phase gazeuse, et on va passer à travers différentes considérations sur la structure des instruments et on va dire les points de réglage, les points de liberté qui sont liés à chaque élément de ces machines-là. Ok. Super. Et ben c'est parti. Alors, quand on parle de chromatographie en phase gazeuse, ça implique que l'éluant est un gaz. Donc ça veut dire que la phase porteuse qui va pousser, qui va assurer l'advection, donc la mise en mouvement des analytes le long de la colonne, c'est un gaz. Et ça veut dire que les analytes eux-mêmes doivent être à l'état gazeux, okay, pour être mélangés à l'éluant. Et ça veut dire que vous devez avoir la possibilité de volatiliser, de vaporiser les constituants que vous voulez analyser. Ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser cette technique pour analyser ou séparer des protéines. Alors, vous avez un mélange de protéines par exemple, ces trucs-là on ne sait pas les vaporiser, c'est-à-dire les rendre à l'état gazeux sans les détruire. C'est-à-dire que grosso modo l'énergie que vous allez devoir leur fournir pour les libérer les unes des autres de leurs interactions de type Van der Waals va être suffisante pour détruire la protéine elle-même. Grosso modo, l'agitation interne va détruire les liaisons avant que les liaisons de Van der Waals qui lient les protéines entre elles ne soient détruites. Ok. Voilà. Ça c'est les limites, une des limites de l'application de la chromatographie en phase gazeuse.
Euh, alors évidemment, la meilleure façon qu'on a, quasiment la seule façon qu'on a de volatiliser ou de vaporiser des constituants, c'est de les monter à haute température. Et du coup, bah, ces trucs-là peuvent pas être thermodégradables, c'est absolument évident, ça rejoint ce que je viens de dire. C'est la technique d'analyse chimique par excellence. Voilà. La meilleure façon de résoudre un problème d'analyse chimique, c'est de le transformer en problème de chromatographie en phase gazeuse. D'accord. Si vous pouvez résoudre un truc en chromato en phase gazeuse, vous avez pratiquement résolu toute votre analyse chimique. Tu me corriges, Cédric, si je dis n'importe quoi. Le drame de la biologie, c'est justement de ne pas pouvoir utiliser ça et d'être obligé de se trimballer des éluants en phase liquide pour séparer des constituants. Ok. Alors, ça marche. Alors, le chromatographe, en règle générale, est toujours construit de la même manière. Vous avez simplement un système d'injection, une colonne et une détection. Je crois qu'on avait déjà vu ça dans la première partie, c'est complètement invariant, d'accord? Je connais pas d'exception à ce genre de truc. Le détecteur, il peut être plus ou moins compliqué, la colonne, elle peut être plus ou moins longue, elle peut être de nature variée, on verra ça, et l'injecteur, il fonctionne toujours de la même manière, on va voir un schéma de principe de fonctionnement de ce genre de truc. Donc c'est super simple, super répétable et standardisable de façon très simple. Les volumes de gaz sont toujours relativement petits, les débits de gaz sont toujours relativement faibles, donc c'est un moyen qui est, somme toute, assez élégant à mettre en place. La seule chose que vous avez à faire, c'est maintenir la colonne à une température donnée, on verra pourquoi, enfin, on a déjà vu pourquoi, mais on rappellera pourquoi la température est importante, enfin, importante à stabiliser, et donc si vous réussissez à thermostater votre colonne et à maintenir des débits de gaz constants, ce qui est somme toute faisable, vous avez potentiellement un chromatographe avec une bonne répétabilité. Et voilà. Alors, ça tombe très bien, je me suis toujours demandé à quoi ça servait de mettre des photos des TP à l'intérieur du poli de cours. Mais en fait, c'était en attendant le coronavirus, voilà, et le fait qu'on soit tous bloqués à la maison. Donc, comme vous n'avez pas accès aux machines, voici des photos de trucs. Alors, c'est des photos qui ont été prises par un physicien ou un chimiste, on ne sait pas, en tout cas pas un géologue, parce qu'il n'y a pas de petit marteau à côté pour faire l'échelle. Si vous, je pourrais vous montrer des photos de géologie, il y a toujours un petit marteau, une pièce d'1 € pour faire l'échelle. Ce que vous voyez là, c'est le haut d'un chromatographe, ça c'est la face avant. Cette distance-là fait à peu près 50 cm. Donc grosso modo, ce truc-là fait la taille d'un frigo ou d'une machine à laver, une petite machine à laver. D'accord? C'est un petit frigo d'hôtel, par exemple. Je sais pas. Et donc, en fait, ça reprend très exactement le schéma qu'on a ici, hein, dans une boîte. Ici, on a l'injecteur. L'injecteur, c'est véritablement juste une valve. Hein. Donc vous avez un petit trou dans lequel vous insérez une seringue qui est remplie du liquide que vous voulez analyser. Et voilà, on a fait le tour de l'injecteur. Il est directement relié à une colonne qui fait une 50aine de mètres, donc qui est enroulée sur elle-même, qui abouche directement sur le détecteur. Ok, on verra, c'est un détecteur à ionisation de flamme, on en a déjà parlé ce matin, mais on va voir comment ça marche tout à l'heure. Et ce truc-là est, comme je le disais, dans un four, de telle façon à pouvoir thermostater ce truc-là. On parle de température de l'ordre de 110 degrés. Okay, dans les TP, ça varie entre 110 et 150 degrés. Entre 90 et 120 degrés, pardon. Et c'est ce genre de truc. Donc ça consomme pas une énergie folle non plus. Ça c'est l'autre manip qui déroule le même tapis. Hein, donc on a une injection dans une colonne qui ressort sur un détecteur à l'intérieur d'un four. Et c'est des fours à chaleur tournante. Sans rigoler, les résistances elles sont cachées dans le blindage du four. Et pour
assurer une homogénéité thermique, il y a un ventilateur qui tourne à très haute vitesse et qui évite des problèmes de convection. D'accord. Donc s'il y a des points chauds et des points froids, ça génère de la convection, comme on peut l'imaginer dans le manteau terrestre ou à l'intérieur d'une casserole d'eau qui chauffe. Pour éviter ça, et donc le maintien d'un gradient adiabatique, je ne vais pas rentrer dans les détails de la convection, on introduit de la turbulence dans le gaz, ça permet d'homogénéiser la température. Okay, donc c'est comme ça que marche aussi la chaleur tournante dans un four. C'est une question de turbulence qui homogénise et évite la stabilité des gradients. Four à pizza, oui, c'est le thème. C'est le thème. Merci Cédric. Alors je sais pas si les fours à pizza ont des. Alors attendez, je suis en train de dire les problèmes. D'accord. Je sais pas si les fours à pizza ont une chaleur tournante. Ça me paraît bizarre. Ça, qui a dit ça? Cédric, tu peux en dire plus? Je vois pas vraiment ce que tu veux dire par là. J'ai eu un chef de département d'analyse chimique qui les nommait comme ça. D'accord. C'était le type responsable de la distillation de l'éthanol. D'accord. Très bien. Alors, à Grenoble, si vous allez à la Chandelle, les pizzas sont un peu chères, mais absolument parfaites. Il a un four qui tourne. Et donc, effectivement, il doit y avoir ce genre d'effet. Peu importe. En fait, l'idée, c'est ça, hein, c'est l'homogénéisation par turbulence. Donc, revenons à nos moutons. Pizza Campus for the win. Ils sont aussi avec des trucs qui tournent. Pizza Campus, c'est pas mal. Surtout à midi, ils avaient une formule demi-pizza, demi-salade. Bon, allez, on arrête de parler de pizza parce que je me suis fait un Domino's à midi et c'est vraiment pas la même cam. Enfin bon. Le gaz porteur, donc qui est le gaz éluant, tel qu'on avait décrit la dernière fois, c'est nécessairement inerte. Évidemment, si vous avez un gaz qui réagit ou qui est susceptible de réagir avec soit les surfaces de la phase stationnaire, soit les analytes, ben, vous allez faire de la chimie et de la réactivité du gaz plutôt que de l'analyse chimique. Et donc ce qu'on aime utiliser, c'est les gaz rares, donc hélium, argon, le moins cher. Si on n'a pas d'autres solutions, on peut encore utiliser d'autres trucs. Et d'autres gaz qui sont somme toute inertes, typiquement le N2, donc le diazote de l'air. Ça, c'est quelque chose qui réagit relativement peu avec la majorité de ce qu'on est capable d'analyser. Et si on peut, on aime aussi travailler avec le dihydrogène, H2, parce qu'en fait, ça donne des bons résultats, ça donne, comment dire, des vitesses d'analyse qui sont supérieures. On va le revoir en reprenant le diagramme de Van Demter qui est juste après. Le problème de H2, c'est que lui, il réagit relativement vite et de manière exothermique avec l'oxygène. Et l'oxygène, il y en a pas mal dans l'air, ce qui veut dire qu'en cas de fuite ou quoi, on peut avoir un mélange de H2 et de O2 sans aucun contrôle. Et ça, si vous avez tous regardé Seul sur Mars avec Matt Damon qui fait péter son labo, vous savez ce que peut donner la synthèse de l'eau de façon incontrôlée. Ici, vous avez, alors on en avait déjà parlé la dernière fois, ici vous avez un diagramme de Van Demter. Alors on va revenir sur ce qu'il figure. En ordonnée, on a H, donc je rappelle qui est la hauteur du plateau théorique. Si vous avez des questions sur ce que c'est qu'un plateau théorique, on peut revenir là-dessus rapidement. En fonction de l'abscisse qui est la vitesse d'élution qui est utilisée. Donc, je rappelle que on cherche à avoir un grand nombre de plateaux théoriques pour une longueur de colonne donnée.
Ce qui veut dire que on veut minimiser la hauteur d'un plateau. Okay. Si la hauteur d'un plateau théorique, c'est la longueur de la colonne divisée par le nombre de plateaux, maximiser n revient à minimiser h. Et on veut ça parce que plus n est grand, plus les pics sont fins. Et les pics fins, ça veut dire qu'on est capable... Ça augmente, grosso modo, le pouvoir séparateur de la manip. Si on veut h petit, alors si on se souvient de l'équation de Van Demter, je sais pas si c'est clair pour vous, je vais la réécrire ici du coup. C'est, hop là, h qui est égal à une constante plus un truc qui dépend de la lenteur de la... Donc l'inverse de la vitesse, la lenteur de l'élution, plus un truc qui dépend directement de la vitesse d'élution. Ça augmente quand V augmente, ok? Donc c'est pas bon. Donc ça c'est le cisaillement. Cisaillement ou viscosité. Et ça, c'est la diffusion. Ok? Donc si je... Hop, si je redessine rapidement H en fonction de V, on avait hop, une hyperbole qui est le terme en B sur V, une droite qui est le terme en CV, et si on fait... c'est pas facile. En pointillé, on a H qui est la somme des deux, d'accord, à une constante près. La constante on s'en moque, elle dépend pas de la vitesse, donc ça relève ou pas. La courbe en pointillé, la seule chose qui nous intéresse, c'est où est-ce que ce machin est minimal, d'accord. Donc ce qu'on veut faire, c'est tout un tas d'expériences avec une vitesse d'élution qui varie pour trouver le point où la vitesse pour laquelle h est minimale et donc le nombre de plateaux théoriques maximal. Donc là, on a la somme de ces deux termes qui nous donne ce type de figure là. Et donc si on le... Si on le voit ici, il veut plus. Il veut plus se mettre en mode présentation, peu importe. Attendez, bougez pas, mais s'il est là. Voilà. Si on fait les mesures qui sont les points ici, donc on voit que en fonction du gaz qu'on a choisi pour faire le porteur, on a des vitesses optimales, c'est-à-dire des zones où H est minimal, qui varient et qui dépendent du gaz. D'accord? Donc ça, c'est la courbe de l'hydrogène, où on voit que la vitesse d'élution optimale est la plus grande parmi les trois gaz qu'on a choisis. Pour l'hélium, on est intermédiaire. Pour l'azote, on est avec la vitesse d'élution la plus basse. Du coup, si on utilise l'hydrogène pour faire la séparation qu'on s'est proposé de faire ici, on va avoir des conditions optimales pour une vitesse d'élution très grande. Enfin, la plus grande parmi les trois gaz. Ça veut dire que je vais pouvoir faire un plus grand nombre de manips, un plus grand nombre de mesures en un temps donné. D'accord? Donc ça, c'est ce que aiment bien les industriels. Faire beaucoup de manips en très peu de temps. Et donc, ils utilisent l'hydrogène. Ça leur fait gagner du temps et très certainement de l'argent. Nous, on veut comprendre les choses et on veut pas que... si on avait fait le TP, on voulait pas que le TP fasse des manips qui durent quelques secondes, on n'aurait le temps de rien voir. Et donc, en plus des raisons de sécurité, on choisit l'azote pour, en quelque sorte, ralentir et avoir des bonnes séparations quand on a des temps d'élution, enfin des vitesses d'élution qui sont beaucoup plus faibles. Ok, c'est clair? Super. Comme je l'ai dit ce matin, la méthode d'injection, elle peut être manuelle,
Ça, c'est ce qui s'utilise encore dans pas mal de laboratoires, ou automatisé avec un processus de, comment dire, avec un processus de boucle d'injection. Peut-être qu'on reviendra dessus. C'est vrai. Le problème de ça, c'est que c'est très peu reproductible. Hein. C'est-à-dire, si vous avez à pomper et à injecter vous-même avec une petite seringue micrométrique les solutions que vous voulez séparer, vous pouvez pas être répétable simplement parce que vous n'êtes pas des machines. Ok. Le rôle de l'injection, comment dire, l'importance métrologique de l'injection, elle réside dans le fait que la forme de votre injection va se répercuter sur chacun des pics que vous allez observer. Ok. Ça se comprend très bien si on découpe, si on imagine qu'on injecte en 2 fois par exemple. Donc je branche ma seringue sur l'injecteur et j'appuie à moitié. J'injecte la moitié du volume que je veux analyser et puis j'attends un peu et j'injecte la seconde moitié du volume que je veux injecter. En fait, ça va faire sur le chromatogramme une espèce d'écho avec un décalage en temps qui va correspondre au temps que j'ai attendu entre la première moitié de l'injection et la deuxième moitié de l'injection. Et ça s'étend, on imagine très bien que ça puisse s'étendre à un temps continu. C'est-à-dire que si mon injection a une forme soit gaussienne, soit avec plusieurs pics, peu importe, ça va être convolué, ça va se répercuter sur chacun des pics qui vont apparaître après séparation. Et donc, grosso modo, plus l'injection ressemble à un Dirac, donc à un pulse, c'est-à-dire quelque chose qui dure un temps arbitrairement court, plus on est proche des conditions de séparation optimales. Ok ? Donc les meilleurs injecteurs injectent en un coup. Et voici à quoi ressemble l'injecteur lui-même. En fait, il a un fonctionnement relativement simple, mais qu'il faut se figurer quand même. Donc on va regarder en détail de quoi il retourne. La seringue, et ici, elle est représentée comme un tiers, il n'y a que son aiguille qui est représentée en rouge ici. Ce truc-là agit en fait comme une espèce de diviseur de flux. Donc c'est à la fois un vaporisateur d'échantillons et un diviseur de flux. Donc une fois que vous rentrez à l'intérieur de la chambre de vaporisation de l'injecteur et que vous poussez une certaine quantité de liquide dans ce truc-là, l'injecteur qui est thermostaté en règle générale à une température légèrement supérieure à celui de la colonne va vaporiser l'intégralité de votre goutte, ce qui va en fait ne générer que du gaz qu'on va injecter dans la colonne d'une part et qu'on va jeter dans la poubelle d'autre part. Alors, grosso modo, le gaz porteur, il est amené à l'intérieur de l'injecteur par une chambre que vous voyez ici. Il passe dans la chambre de vaporisation, là où vous avez vaporisé, vous avez porté à ébullition en quelque sorte votre échantillon, et suivant le rapport de section de la poubelle, de la sortie vers la poubelle et de la sortie vers la colonne, vous allez doser, vous allez contrôler quelle est la fraction de ce qui a été vaporisé qui rentre dans la colonne et celle qui va à la poubelle. D'accord ? Grosso modo, si le débit vers la poubelle et le débit vers la colonne sont égaux, ça veut dire que vous envoyez la moitié de ce que vous avez vaporisé à l'intérieur de la colonne. Alors dans les TP qui auraient dû avoir lieu, tout ça c'est prédéterminé, mais imaginez-vous en train de vouloir, imaginez designer une manip de chromato en phase gaz. Ce que vous voulez pas, c'est injecter trop d'échantillons.
D'accord? Ça veut dire que si vous prenez un cas extrême où vous amenez une quantité gigantesque d'échantillons qui serait à même de remplir l'intégralité de la colonne que vous avez à votre disposition, vous devez régler votre injecteur pour qu'il ne balance qu'une fraction de cet échantillon-là à l'intérieur de la colonne. Et donc, il y a des points de réglage qui permettent de fractionner une certaine quantité pour l'envoyer dans la colonne. Et ça, c'est ce qu'on a fait pour vous quand on a designé les TP, où on a réglé le rapport poubelle sur colonne en fonction des quantités de solutions qu'on est capable d'injecter. Donc si vous démarrez avec des solutions dont vous ignorez les concentrations, mais contrôlez uniquement, grosso modo, le volume que vous pouvez injecter avec la seringue, vous démarrez avec une sortie 99% poubelle, 1% colonne, ou moins d'ailleurs, et vous allez progressivement augmenter la part de la colonne, donc la part du gaz vaporisé qui rentre dans la colonne, pour voir si vous ne saturez jamais votre colonne, et si vous êtes capable d'avoir du signal avec ce qui est amené. Ok? Bon, c'est pas plus compliqué que ça, c'est juste un diviseur de débit. La vanne d'injection à 6 voies, vous l'utiliserez pratiquement jamais. Je vais passer très rapidement, d'autant que si j'ai pas de quoi le montrer en 3 dimensions avec les mains, ça va être très compliqué. Non, je vais passer sur la voie d'injection. On y reviendra si jamais on a vraiment trop de temps. Ok. Là, on va revenir sur les différents types de colonnes. Donc là, on a parlé de l'injecteur et l'injecteur à main, on va dire, avec une seringue simple dans un diviseur de débit. Et ensuite, l'élément qui suit dans le chromatographe, c'est la colonne. Et donc, depuis le début, je crois qu'on dit qu'elles sont de 2 types. On a d'une part les colonnes remplies et d'autre part les colonnes capillaires. Alors je commence par les colonnes capillaires parce que c'est relativement simple. En fait, c'est des tubes de verre qu'on est capable de générer en quantité astronomique. Donc comment ça marche? C'est relativement simple. On démarre avec des tubes de verre macroscopiques. Donc vous imaginez, je sais pas moi, ça ressemble aux pipettes que vous avez eues au premier semestre, les pipettes graduées. Et ce truc-là est porté à 600-700 degrés, qui est la température de fusion, la température de début de fusion du verre, enfin de la silice simple, et soufflé. Donc en fait, vous portez un tube pratiquement à sa température de fusion, et ensuite vous tirez dessus, ou vous soufflez, enfin vous trouvez un moyen mécanique d'étirer ce machin. Et ce qui va se passer, enfin ce dont on s'est aperçu, c'est que on peut étirer ce tube-là sans qu'il casse sur plusieurs centaines, voire milliers de mètres. Ok, donc avec un truc qui est macroscopique, c'est-à-dire qui fait quelques centimètres de départ, on est capable de l'étirer comme un chewing-gum sur une centaine de mètres. Et la structure tubulaire est conservée. D'accord? Ça veut dire que ce que vous allez avoir à la fin, c'est des tubes, mais qui sont extrêmement fins. D'accord? Avec un diamètre interne qui est quelques centaines de microns. Et ça, c'est redoutable, parce que ça permet de faire des colonnes extrêmement longues, et avec une géométrie qui est super simple et élégante. D'accord? Ça veut dire que grosso modo, si c'est bouché, on sait où c'est bouché, et on sait qu'on peut rien y faire. D'accord? Et comme c'est pas cher, on peut recommencer et en refabriquer autant qu'on veut jusqu'à ce que ça marche. Ok? Et on verra après que ça a aussi un intérêt sur comment dire, d'un point de vue de la prédiction de l'évolution des temps de rétention en fonction du diamètre. On y reviendra. L'intérêt de ce truc-là aussi, c'est que c'est relativement simple à
modifier par la suite. C'est-à-dire que si on veut pas utiliser du verre comme phase stationnaire, mais une autre phase qu'on peut coller, qu'on peut maintenir sur du verre, en fait, il suffit de faire passer une espèce de peinture, de colle ou de n'importe quoi à l'intérieur de ce tube-là, pour que ce qu'on veut déposer sur le verre reste collé, et ensuite on n'a qu'à souffler de l'air ou repousser la partie qui est pas sèche pour refaire un trou au milieu de la colonne et ainsi avoir un capillaire avec une paroi intérieure qui est revêtue du polymère qu'on veut. Ok? Donc ce truc-là, c'est pas cher et élégant. Et ça a peu à peu remplacé la quasi-totalité des colonnes qui avant étaient ce qu'on appelait des colonnes remplies, qui sont en fait des tubes en acier qui font quelques mètres. Celle qu'on avait en TP, elle fait 3 mètres, elle fait 2 mètres 50, pardon. Alors elle est enroulée sur elle-même évidemment. Et en fait c'est un tube qui est rempli de billes de verre qui, elles, servent de support à n'importe quel polymère, enfin n'importe quoi qu'on aurait pu utiliser pour tapisser l'intérieur des colonnes capillaires. En fait, on peut s'en servir pour enrober des billes de verre qu'on colle à l'intérieur d'un tube d'acier. Du coup, on se retrouve avec une phase stationnaire qui est du verre peint, en quelque sorte, du verre revêtu d'un polymère dont on connaît la composition et la structure moléculaire, avec une surface spécifique qui est connue, qui est dictée par la porosité des billes de verre à l'intérieur du tube d'acier. Les colonnes remplies, c'est la transposition, on va dire, de la manip historique de Tzvet, qui avait joué avec une phase liquide, qui servait d'éluant à travers un cylindre rempli de poudre minérale. Et donc c'est ce qui a d'abord été utilisé en chromatographie à phase gaz avant qu'on puisse avoir accès à la technologie qui produisait des colonnes capillaires rapidement et sûrement. Alors on en a gardé une parce qu'on pouvait, parce que c'est bien de vérifier que ça marche aussi, mais c'est absolument abandonné en chromatographie en phase gazeuse. En revanche, c'est la règle pour ce qui concerne la chromatographie en phase liquide. En chromatographie en phase liquide, je crois pas qu'on utilise de colonnes capillaires. Cédric, est-ce que tu peux corroborer ce que je raconte? T'as déjà entendu parler du fait qu'on utilisait des colonnes capillaires en chromatographie en phase liquide? Il me semble que non. Ah, on a perdu Cédric aussi. Ah, nope. Trop de pression? Tu penses que c'est un problème de pression ou que c'est juste que ça n'a pas de sens de pousser quelque chose sur une surface lisse comme ça? Les pompes ne peuvent pas y aller. D'accord. D'accord. Okay. Oui, alors, dans les colonnes capillaires, le diamètre est fin pour avoir une surface spécifique, c'est-à-dire un rapport surface sur volume qui soit important. C'est-à-dire qu'on veut beaucoup de surface. D'accord, je rappelle que les interactions chromatographiques, c'est des interactions surface. Okay. Du coup, on veut présenter le maximum de surface possible. Ce qui veut dire qu'on veut pas beaucoup de volume mort, donc le volume qui est à l'intérieur de ce machin. Okay. Ce qui veut dire que ce truc-là doit être le plus petit possible. Ok, vous pouvez calculer pour un cylindre le rapport surface sur volume. Ok, vous allez voir qu'il dépend simplement du rayon, et donc on veut minimiser le rayon pour maximiser le rapport surface sur volume. Et ça veut dire que à un moment donné, vous allez être bloqué par la tension de surface de votre liquide. C'est-à-dire que votre liquide, il va avoir une compressibilité ou une tension de surface telle
que vous n'allez pas réussir à le faire passer à l'intérieur de tout petits trous. Ok. Bon, ça je veux pas rentrer dans ce type de détails, mais grosso modo, ce machin marche avec du gaz et pas avec du liquide, alors que ce truc-là marche avec tout. Ok. Voilà. Bon, je passe à l'étape d'après. Ça, c'est la même chose en photo avec les trucs du TP. Ça, c'est une colonne capillaire qui est en fait de la silice soufflée qui fait 50 mètres. Et ça, c'est du métal rempli sur moins de 10 mètres. Hop, là, c'est encore la même illustration. Voilà, l'idée derrière ça, c'est ce qu'on disait, c'est que le diamètre typique de ces trucs-là, c'est de la centaine de microns, diamètre intérieur. Là, on est plutôt de l'ordre du millimètre, voire plus. Du coup, avec ce type de colonne, on n'est pas limité par la surface de tension des liquides. Et c'est pour ça qu'on utilise les liquides. Alors, d'un point de vue métrologique, enfin, je veux dire, les résultats que ça donne, c'est qu'on peut atteindre des nombres de plateaux théoriques beaucoup plus grands avec les colonnes capillaires. Ça vient simplement du fait qu'on est capable de faire des colonnes extraordinairement longues et du coup multiplier, enfin, je dirais aller dans des valeurs superlatives de plateaux théoriques. Les meilleures colonnes en phase liquide sont depuis récemment de l'ordre du millimètre. Ouais, d'accord. Merci Cédric. Okay. Et alors la question c'est pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des colonnes remplies qui feraient elles aussi 50 mètres? Parce que du coup le volume mort serait gigantesque et ça nécessiterait des quantités d'éluants qui pour le coup seraient jamais rentables, quoi. Donc ça porterait ça vous ferait charrier des litres et des litres d'éluants liquides, ce qui d'une part a un coût et d'autre part est pas forcément gérable d'un point de vue matériel. Mais effectivement, on pourrait très bien imaginer des colonnes remplies qui feraient des dizaines de mètres, ouais, c'est juste pas pratique. Ok. Et donc pour le même effort technologique, on va dire pour le même prix, vous avez des colonnes capillaires qui donnent des résultats qui sont bien meilleurs. Alors, qu'est-ce que j'appelle résultat bien meilleur? Vous avez l'illustration ici. Donc on a pris un mélange inconnu, enfin un mélange naturel, c'est de l'huile essentielle d'une plante quelconque. Donc on refait du sweat, hein. On prend un machin compliqué, naturel, et on essaye de le séparer avec une colonne. Donc, quand on utilise une colonne capillaire, on voit qu'on a énormément de pics différents. Quand on utilise une colonne remplie, on voit qu'on a un nombre inférieur de pics. Si on superposait les pics, on verrait qu'ils tombent quasiment au même endroit. Donc on peut les identifier, et en fait, le fait qu'il n'y ait qu'un seul pic ici, c'est juste que plusieurs pics ne sont pas séparés, puisque chacun a une largeur qui est supérieure en cas de colonne remplie, et donc ils finissent par se chevaucher. Donc on a comme l'équivalent d'une dégradation de résolution quand on passe d'une colonne capillaire à une colonne remplie. Ok. Alors, ça c'est simplement une petite variation sur le thème de la colonne capillaire. Il y a des ingénieurs vicieux qui se sont mis à vouloir texturer l'intérieur de la colonne capillaire. Donc la colonne capillaire, elle est, c'est un tube, hein, grosso modo, c'est un cylindre. Et je rappelle qu'on cherche à augmenter la surface spécifique, donc le rapport surface sur volume, et donc il y a une bonne façon de faire ça, qui est de augmenter la rugosité des parois. Et c'est ce que les gens ont fait. Alors je sais pas exactement quelle est la technologie qu'ils utilisent pour faire ça, mais grosso modo ils sont arrivés à aller coller tout un tas de petites billes uniquement sur la paroi de la colonne capillaire.
Donc ce qui veut dire qu'on garde la simplicité de fabrication, mais on a en plus un moyen d'augmenter la surface spécifique en texturant l'intérieur du tube. Alors, pardonnez-moi. C'est mon café tic et tac. Un autre intérêt de la colonne capillaire. Ah, attendez, il faut que je quitte. Je reviens. J'ai un problème de maison. Je reviens tout de suite. Ok. Est-ce que tout le monde est là? Écho? Non. Il y a de l'écho? Est-ce qu'il y a de l'écho? Non, on peut pas entendre mon retour. Qui est Glagiclé? C'est qui? Louis, d'accord. On va y arriver. Désolé. Alors, voilà, c'est le chat, quoi. C'est le chat qui a tenté de se suicider, donc il a fallu que j'aille le sauver. Je suis navré pour ça. C'est les risques du métier. Ok. Super. Donc, avantage de la colonne capillaire, c'est de pouvoir avoir une bonne idée de l'évolution du rapport de phase en fonction de sa géométrie. Alors, je sais pas si on avait reparlé du rapport de phase. Est-ce que c'est bon? Louis? Faut me dire pour le son. Ok, super. Ça marche. Tout est une question de fraîcheur. Alors... Ok, mais je suis mute sous Discord, donc bon, peu importe, on s'en fout. Ouais. Alors, ouais, donc rapport de phase. Je suis désolé là, je me suis perdu. Alors, le rapport de phase, je rappelle que c'est le truc qui reliait la constante d'équilibre. Donc, on imagine que sur un plateau théorique, on a grosso modo l'établissement d'un équilibre entre le soluté dans la phase mobile et le soluté dans la phase stationnaire. Ok. Donc cette réaction de partition, c'est une réaction chimique comme une autre, et du coup elle a une constante. Mais on a vu que l'activité d'un truc absorbé dans une phase solide, c'est relativement difficile à évaluer, et donc au lieu de parler de cette constante d'équilibre dont on va avoir du mal à trouver une justification thermodynamique, on parle toujours de petit k, qui est le facteur de rétention, qui est grosso modo la constante d'équilibre rapportée au rapport de phase. Grosso modo, on enlève la dimension de volume dans la constante d'équilibre.
D'accord? Parce que si c'est très faisable quand on parle d'extraction liquide ou gaz liquide, dès qu'on a une phase stationnaire solide, on a du mal à définir véritablement ce que c'est qu'une concentration ou une activité. Et donc on garde cette idée que l'activité c'est toujours sensiblement la même chose qu'une concentration, c'est-à-dire une quantité de matière rapportée à un volume, et on vire l'idée de volume en remultipliant par les volumes considérés pour avoir des ratios de quantité de matière et pas des ratios de concentration. Du coup, c'est plus vraiment des activités au sens thermodynamique, mais c'est autre chose. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de petits cas et pas de grands cas dans ce cas-là. Il y a eu beaucoup de cas, hein. Ok. Et donc, bah, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le petit K qui est directement relié au temps de rétention, qui est une constante d'équilibre qui concerne donc le soluté, l'analyte qu'on veut séparer, la phase stationnaire et la phase mobile. Et donc si on divise par bêta, qui est le rapport de phase volume disponible pour la phase mobile et volume disponible pour la phase stationnaire, après on obtient cette relation-là. Okay. Il se trouve que dans le cadre d'une colonne capillaire, on peut expliciter le rapport de phase. D'accord? Donc ça, si ça c'est du chinois, si cette partie-là est absolument incompréhensible, retournez dans la première partie du cours, ok, et retrouvez quand on parle du rapport de phase et quand on relie le petit K au grand K. Ok. Et puis je répondrai peut-être à une question la prochaine fois si c'est vraiment obscur. En tout cas, ce rapport de phase, donc le volume disponible pour la phase mobile et la phase stationnaire, ici, il est explicitable dans le sens où, bon, je vous passe les détails, mais le rapport VM sur VS, il va être directement égal à, il va être directement proportionnel au rapport D sur E. Alors D, c'est simplement le diamètre intérieur de la colonne capillaire, et E, c'est l'épaisseur, grosso modo, du coating, donc du revêtement à l'intérieur de la colonne capillaire. Ok? Et donc, comme petit k, c'est une constante qui est, on va dire, purement chimique, qui ne concerne que la nature du soluté de la phase stationnaire et de la phase mobile, si on divise par ce rapport-là, on est capable d'anticiper l'évolution de k quand on fait varier le diamètre de la colonne. Okay. Donc vous imaginez que j'ai des tuyaux tout fins et des tuyaux un peu moins fins. Je peins l'intérieur, je remplis l'intérieur avec une espèce de peinture, et je m'assure que la peinture se dépose avec la même épaisseur dans les deux, et du coup je vais pouvoir anticiper l'effet du diamètre de la colonne sur le temps de rétention. Okay. Grosso modo, quand K augmente, les temps de rétention augmentent. Okay. Et pour augmenter petit k, il faut que je diminue le diamètre. Ok? C'est évident ici. Quand on regarde, petit k, c'est donc 4 fois E divisé par D fois une autre constante grand K. Et donc si je diminue le diamètre, j'augmente les temps de rétention, les facteurs de rétention. C'est incroyable, non? Donc l'idée c'est que si j'ai des diamètres élevés, je vais avoir des temps de rétention plus faibles, puisque on va grosso modo avoir un débit
enfin, tout se passe comme si on avait un débit plus important et une accélération de l'élution. Hop là, ça c'est simplement des... Hop. C'est l'illustration en fait de ce que je viens de dire. On va parler maintenant des détecteurs. On en a parlé un tout petit peu ce matin. On commence par un des deux détecteurs dont on va parler, qui est l'ionisation de flamme. Donc c'est ce dont on a parlé ce matin. Là, vous avez un petit schéma qui correspond véritablement à comment marche ce type de détection. Alors, on a l'arrivée de la colonne dans une espèce de chambre. Et dans cette chambre-là, on a de l'air et de l'hydrogène qui arrive. D'accord ? Alors, il se trouve que on fait arriver l'hydrogène avec ce qui sort de la colonne, on le mélange, alors que l'air remplit le reste de la chambre. Peu importe, ça c'est complètement des détails. Et ce qui se passe, c'est qu'on va réaliser la synthèse de l'eau à l'intérieur de cette chambre d'ionisation. Synthèse de l'eau, je rappelle, donc c'est le Matt Damon seul sur Mars, mais en version contrôlée cette fois-ci. Donc on a de l'oxygène en excès, un peu d'hydrogène. On a un système d'étincelles. Bon, peu importe la façon dont il fonctionne. On va apporter de l'énergie à ce système-là et on va avoir deux H2 qui réagissent avec un O2 pour former deux H2O. Et ça, c'est extraordinairement exothermique. Ok. Qui n'a pas vu Seul sur Mars avec Matt Damon? J'ai besoin de savoir, parce que si je fais référence à ce truc-là depuis le départ, et que personne comprend. Ah d'accord, ok. Bon. Alors bah je vous la fais rapide. Donc c'est l'histoire de Matt Damon qui se retrouve pour des raisons X ou Y qui sont très mal foutues d'ailleurs, seul sur Mars. Et son but, c'est de survivre jusqu'à ce qu'on vienne le sauver. D'accord ? Et il a besoin de flotte. Ok ? Alors, c'est un botaniste, mais il a quand même été à l'école, et il sait qu'il peut fabriquer de l'eau en faisant réagir de l'oxygène et de l'hydrogène. Ok ? Qui sont, miraculeusement, les deux comburants et carburants de la plupart des moteurs de l'époque à laquelle le film se situe. Des moteurs spatiaux. Et donc, il se débrouille pour mélanger H2 et O2 dans des proportions stoichiométriques, il craque une allumette et ça devrait lui donner de la flotte. Okay, ce qui est vrai, sauf que au début, il se plante et il prend des trop gros volumes et il fait réagir une trop grande quantité de O2 avec une trop grande quantité de H2 et ça explose. Donc ça lui fait exploser son labo, il a failli mourir et après il se ravise et il réfléchit dans sa petite tête et il se dit que si j'y allais mollo sur le flux de H2, ben je pourrais produire de l'eau sans que ça explose. Et voilà, c'est très exactement ce qui est fait dans la détection à ionisation de flamme. Je vais lire les questions parce que je vois quelques questions qui m'inquiètent, enfin qui m'intéressent. Alors je lis, la rétention c'est l'air sous la courbe ou c'est la hauteur des pics? Ok, alors on va reprendre là parce que c'est important. Je reprends de quoi expliquer des trucs. Alors, si j'ai hop là, un chromato classique. Avec temps, intensité, et si j'ai un signal qui est de ce type-là, voilà, c'est vraiment trop moche.
Si ce truc-là est une gaussienne, elle a un centre, d'accord, donc une variable moyenne, donc ça c'est un temps, hein. Donc ce truc-là, ça va être le temps de rétention, qu'on va appeler TR, pour temps de rétention, attention. Ici, on va avoir intensité maximale. Ok. Et ici, on va avoir à la moitié de l'intensité maximale, on va définir hop là, un truc qu'on va appeler delta. Et delta, c'est la largeur à mi-hauteur. D'accord? En anglais, c'est full width, half max. D'accord? Parce que ça, là, on peut l'appeler le half width, half max. Peu importe. Ce truc-là, c'est la largeur à mi-hauteur. Ok? D'accord? Ça, c'est l'anatomie d'un pic gaussien. D'accord? Et petit k, c'est le temps de rétention moins le temps mort divisé par le temps mort. Le temps mort, c'est, mettons que là, j'ai un autre petit pic. Et ça, je sais que c'est un composé non retenu par la colonne. Ok? Alors, en TP, il y a une façon... Donc, comment est-ce qu'on sait qu'un pic n'est pas retenu par la colonne, par exemple? C'est une excellente question, qui est relativement difficile. En chromatographie en phase gazeuse, il y a une façon très sympa de le faire. C'est de rajouter, donc, imaginez que... Donc, on imagine une seringue. Oh, j'ai fait super bien la seringue chromato. C'est absolument immonde, hein. Je m'excuse pour la qualité du dessin. Donc on a une seringue. On a une seringue de fin de soirée, quoi. Dans lequel on a l'échantillon. Et de l'air. On a l'échantillon et de l'air. Donc l'échantillon, c'est un mélange. Et l'air, c'est un mélange aussi. Okay. Et dans l'air, j'ai un mélange. Alors c'est pas n'importe quel mélange, hein, c'est un mélange qu'on connaît. N2, O2. Et d'autres trucs. Et argon. Okay. Et il se trouve que ça, c'est des gaz qui sont relativement inertes. Et qui sont inertes tels que les gaz porteurs.
Et donc, en règle générale, on utilise un gaz porteur qui n'est pas détecté, c'est-à-dire qu'il ne s'ionise pas, enfin, il donne pas de signal. Parce que sinon, on aurait tout le temps un background non nul, et ce serait un problème. Donc ces trucs-là, c'est un mélange de gaz inerte. Et si par exemple j'ai choisi mon gaz porteur étant N2, je sais que ma détection est insensible à N2. Mais elle va pas forcément être insensible à O2 ni à l'argon. Et du coup, si je récupère un pic et un seul, donc en chromatographie à phase gaz, si je récupère un pic et un seul qui arrivent relativement tôt, je me dis que ça, c'est très certainement un mélange des gaz de l'air. Donc si mon gaz c'était de l'argon, ben, je vois pas l'argon, mais je peux voir N2 et O2. Si mon gaz c'était N2, ben, j'ai designé mon détecteur pour qu'il voit pas le N2, mais il peut voir O2 et l'argon. Mais j'ai qu'un seul pic. Ça veut dire que ce truc-là est pas séparé. Je sais que c'est un mélange, mais il n'est pas séparé. Et si ces trucs-là sont pas séparés, ben, c'est qu'ils interagissent pas du tout avec la colonne. Donc si je sais que j'ai pas de séparation avec des temps relativement faibles, mais il y a très forte chance pour que ce truc-là soit effectivement mon temps mort. C'est malin, hein? Enfin, moi je trouve ça malin. Alors, le pic au temps mort, il est moins intense, pas forcément. Hein. Regarde, je vais te montrer un setup où ce serait pas le cas. Donc on imagine la même seringue. Alors, je vais faire une seringue classe. Imagine une seringue avec l'échantillon et une quantité arbitrairement grande d'air. Et puis tu peux même le rallonger, là tu peux mettre une quantité délirante d'air par rapport à l'échantillon. Bah, si tu génères un signal, ce signal il va peut-être être, hop là, stupidement élevé. Alors le truc c'est que si vous voulez tout savoir, j'ai réinstallé les drivers de la tablette graphique et le toucher est différent et bon, plus rien est comme la dernière fois. Du coup c'est beaucoup plus chiant de dessiner. Mais voilà. Et donc on peut très bien imaginer que si on a beaucoup d'air, ce pic-là il est arbitrairement grand. Ah bah oui. Bah oui. Voilà. Ok, ça marche? Non, non, tu ralentis pas. À mon avis, ça intéresse tout le monde. J'espère. Ok. Donc, on était dans l'ionisation de flamme. Donc, on a une espèce de chambre dans laquelle on apporte la sortie de la colonne, plus des ingrédients pour faire ce qu'on appelle une flamme à hydrogène. Donc, on fait brûler en quelque sorte l'hydrogène. Ça génère de l'eau. Alors, ce qui est sympa en TP, c'est qu'on voit on voit pas de la buée qui se forme façon chouchou quoi, mais on peut mettre une surface froide ou un petit miroir et on voit de la buée qui se condense sur ce truc là. Donc ce machin génère véritablement de la flotte. Alors à suffisamment haute température pour qu'elle se dégaze sans faire des gouttes à l'intérieur, donc ça pose pas de problème. Donc grosso modo on va se débrouiller pour faire brûler ce qui sort de la colonne. Donc on fait brûler l'hydrogène qu'on a ramené, l'oxygène qu'on a ramené au dernier moment, et nécessairement quand tout ça va monter à plus de 2000 degrés, je crois que c'est 2400 Celsius le truc nominal, la température nominale,
À cette température-là, il y a très forte chance pour que les éléments, les molécules qui sont en sortie de colonne s'ionisent. D'accord ? Ça veut dire qu'elles perdent un électron. Donc en règle générale, elles s'ionisent positivement. Ça veut dire que la température augmente, donc la vitesse relative des molécules augmente, d'accord, ce qui occasionne des chocs à plus haute énergie. Ces chocs sont d'énergie supérieure à l'énergie d'ionisation, et ben vous avez un électron qui dégage, et donc une ionisation positive. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on met la cavité dans laquelle il y a la flamme à hydrogène qui brûle, on met ça dans une capacité. Ça veut dire qu'on polarise 2 parois parmi les 6 de la cavité. Et ça, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un champ électrique constant qui règne entre les parois qui sont parallèles. Et s'il y a un champ électrique constant et des particules chargées à l'intérieur, ben on va obtenir un courant qui va venir dépolariser cette capacité. Ok ? Donc vous imaginez 2 plaques avec une différence de potentiel. Si ce qui est entre les 2 plaques est neutre, ben il ne se passe rien. Si ce qui est entre les 2 plaques est chargé, il va y avoir un mouvement des particules vers les polarités qui vont bien, vers un abaissement de potentiel, enfin de la différence de potentiel. Et du coup, si je suis capable de mesurer la différence de potentiel en fonction du temps, je suis capable de mesurer la quantité d'ions dans cette cavité en fonction du temps. Et ça, c'est précisément mon chromatogramme. Donc quand j'ai un chromatogramme à ionisation de flamme, c'est détection du nombre d'ions dans la cavité en sortie de colonne en fonction du temps. Point. C'est bien foutu, hein? Alors pour l'histoire, cette détection à ionisation de flamme, c'est ce qui permet de savoir, je ne sais pas si vous avez des chauffe-eau à gaz ou pas, dans les chauffe-eau à gaz, ce qui permet de savoir si le truc est en train de cramer ou pas, c'est précisément une ionisation à détection de flamme. Donc vous avez une petite partie du brûleur qui est avec une capacité encastrée, et donc si vous envoyez du gaz et que ça brûle pas, la machine le sait tout de suite, puisqu'il n'y a pas d'ions qui sont formés dans cette petite cavité. Et du coup, il va couper le gaz automatiquement. Ok ? Super. Deuxième type de détection qu'on a à l'IUT, c'est ce qu'on appelle les catharomètres ou les détecteurs à conductibilité thermique, ou Thermal Conductibility Detector, TCD. Ça c'est un tout petit peu plus sioux. Le truc est basé sur des différences de conductibilité thermique. Alors la conductibilité thermique, c'est tout simplement la vitesse à laquelle une onde de chaleur traverse un corps. Ok ? C'est la propagation de la chaleur à l'intérieur d'un corps. Et on se base sur la propriété d'un gaz vecteur. Alors, en l'occurrence, c'est l'hélium. Ça marcherait avec d'autres gaz, mais avec l'hélium, c'est particulièrement efficace. L'hélium a une conductibilité extrême. C'est-à-dire que ce truc-là est... comment dire ? Alors, je sais plus si elle est très grande ou très basse, mais grosso modo, c'est pratiquement impossible d'avoir un autre gaz qui ait une conductibilité supérieure ou inférieure à celle de l'hélium. Grosso modo, c'est
Alors je sais pas s'il est extrêmement isolant ou s'il est extrêmement conducteur. Peu importe. L'idée c'est que peu importe ce qu'on mélange à l'hélium, ça va changer sa conductibilité thermique. Et peu importe le mélange qu'on rajoute à l'hélium, ça va toujours la changer dans la même direction. D'accord? Soit ça va l'augmenter, soit ça va la baisser, mais il n'y a pas moyen de trouver un mélange qui fait qu'on retombe sur la conductibilité thermique de l'hélium. Ok, c'est le point fort de l'hélium, c'est d'avoir une conductibilité thermique extrême. Et alors comment ça marche? En fait, on va avoir grosso modo deux sets de résistance dont la valeur dépend de la conductibilité thermique. Alors comment ça marche? En fait, on a des filaments, donc un set ici, ça marche avec un filament qui est parcouru par un courant d'intensité qui est connu et qui est toujours la même, enfin qui est mesuré, qui est asservi en quelque sorte. Et donc comme tout filament parcouru par un courant, il va chauffer. Et il va être parcouru en permanence par un gaz. D'accord? Donc soit le gaz vecteur tel qu'il sort de la bouteille ou qui rentre à l'entrée de l'injecteur de la colonne, ou soit par ce qui sort de la colonne. D'accord? Donc dans un cas, dans la partie qu'on va appeler référence, il est parcouru par le gaz tel qu'il sort de la bouteille, et dans la partie mesure, il est parcouru par ce qui sort de la colonne. Okay. Et donc on a ce petit filament qui chauffe, et on a une résistance, alors je sais pas où elle est pas figurée sur le dessin, mais on a grosso modo une résistance qui dépend de la température. Du coup, on a un émetteur de chaleur et un truc qui mesure la température qu'il fait. Donc la température qu'il fait dans cette résistance-là, elle va dépendre de la vitesse à laquelle la chaleur se transfère entre le filament et cette résistance. Okay. Du coup, si on imagine un flux continu d'un gaz, on va avoir le gaz qui en permanence refroidit la résistance pour éviter qu'elle soit brûlée par le filament. Okay. Et elle va maintenir une température d'équilibre. Si je refroidis avec un flux donné, la température sur cette résistance est constante. Et dépend de la conductibilité thermique du gaz avec lequel je refroidis. Et on va faire pareil avec l'autre, mais ce qui sort de la colonne n'a pas forcément la même conductibilité thermique que le gaz vecteur lui-même. Okay. Et du coup, si cette conductibilité thermique augmente, vu que les flux de gaz sont les mêmes, les débits de gaz sont les mêmes, je vais avoir la température de la résistance qui augmente aussi, parce que comme le filament génère tout le temps la même quantité de chaleur, si la conductivité augmente, la température sur la résistance va augmenter, et on va avoir une différence de résistance entre ce qui sort de la colonne, entre la partie qui sort de la colonne et la partie qui est baignée uniquement, par le flux du gaz qui sort de la bouteille. Ok. Et du coup, pour mesurer la différence de résistance, j'ai qu'à utiliser soit un diviseur de tension si on n'a pas le temps, soit un pont de Weston si on veut faire les choses de façon un peu meilleure. Mais en tout cas, je suis capable de dire quand est-ce que les résistances sont les mêmes et quand est-ce qu'elles sont différentes. Okay. Et si ce qui sort de la colonne, c'est la même chose que l'éluant, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que l'éluant. Si ce qui sort de la colonne a une conductibilité thermique différente de l'éluant, ça veut dire qu'il y a autre chose. Et donc, un chromatogramme en TCD, donc un chromatogramme avec une détection à conductibilité thermique, c'est la valeur de la résistance, la valeur du différentiel de résistance en fonction du temps, et rien d'autre. Est-ce que c'est clair? Mais oui, c'est clair. Non? Cédric, est-ce que c'est clair? Presque. Ok. Voilà.
Pour la refaire, à détection de flamme, on crame tout jusqu'à ce que ça s'ionise. Si ça s'ionise, ça génère une dépolarisation et on le voit. En TCD, on refroidit un machin avec ce qui sort de la colonne. Si ça refroidit comme le gaz vecteur, bah, ça fait rien. Si ça refroidit pas de la même manière, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre et que du coup, on a détecté quelque chose qui était sorti de la colonne. Ok ? Super. On va arriver vers la fin du cours là. Je sais pas si je veux parler de ça en particulier. Non. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça va faire référence directement à quelque chose du TP que je peux pas vous montrer, sans les données, donc c'est pas véritablement intéressant. Donc on va s'arrêter là pour le cours. Je pense qu'on va se faire une pause d'un petit quart d'heure et on va continuer sur le TD. Est-ce que ça vous dit? Ah oui, alors pour les 26 voix, il y a Cédric qui a envoyé une vidéo sur le Discord, mais sur le Discord perso. Alors attendez. D'abord je vérifie que je me fasse pas troller trop fort. Mais à la limite, si on veut vite parler des vannes à 6 voix, mais en même temps, c'est pas un grand intérêt, mais je peux le mettre là. Principe de la boucle d'injection. Une HPLC. Non, mais ça a pas d'intérêt en tant que tel, dans le sens où on le verra pas. On le verra pas. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais arrêter le stream et l'enregistrement, et on va se retrouver à 13h15. Ah, pardon, à 15h15. Ça va? Ok. À tout de suite, 15h15. Merci beaucoup.